Dans l'actualité ce soir, François Fillon dévoile le décret sur les revenus des patrons des entreprises aidées par l'État. Les stocks options seront interdites jusqu'à la fin 2010. Les bonus seront encadrés. Il demande au MEDEF de créer un comité des sages. Le spectre de la faillite pour un colosse économique américain. Barack Obama déclare qu'il envisage la procédure du dépôt de bilan pour restructurer General Motors. Le titre a plongé en bourse, entraînant toutes les places financières. Les premières conclusions de l'enquête après la mort d'une fillette tuée par 2 chiens. L'enfant a été happée alors qu'elle s'approchait de l'enclos. Elle est morte sur le coup. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Les résultats de la grande évaluation des élèves de CM2, elles révèlent de très gros écarts. On compte 35 à 45% de très bons élèves. 7 à 15% sont en grande difficulté. Une première dans l'administration française, un sous-préfet tétraplégique et myopathe a été nommé à Cahors. Rencontre et reportage dans un instant. Enfin, nous reviendrons sur la mort d'un des grands compositeurs français, Maurice Jarre, célèbre pour ses musiques de films et 3 fois vainqueur de l'Oscar. Il a succombé à un cancer à 84 ans. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une mesure qui ne va évidemment pas régler le problème de la crise, mais elle a une valeur éthique et exemplaire, en tout cas si l'on en croit le gouvernement. François Fillon a donc levé le voile sur le fameux décret qui vise à encadrer les revenus des dirigeants des grands groupes aidés par l'État. Les dispositions sont limitées et temporaires. En voici le détail. Caroline Thébault, Alain Dubas. À peine écrit, aussitôt signé par les banquiers, les premiers visés. Par ce décret, le gouvernement a voulu aller vite. La question est de savoir si ce décret permet de mettre un terme immédiatement aux abus insupportables auxquels nous avons assisté depuis quelques semaines. Alors qui est concerné? Les entreprises qui reçoivent des aides directes de l'État. Les 6 grandes banques, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Caisse d'Épargne, Banque Populaire et Crédit Mutuel. Concernés également les constructeurs automobiles, Renault et Renault Trucks, PSA, Peugeot Citroën et Iveco. En revanche, sont exclues les entreprises qui reçoivent des aides indirectes de l'État via le chômage partiel. Quelles sont les pratiques encadrées? Pour les concernés, Matignon va interdire les actions gratuites et les stocks options. En clair, la possibilité pour un dirigeant de réserver des actions de son entreprise à prix avantageux. Mais les primes de départ, appelées parachutes dorés, ne sont pas concernées. Selon le gouvernement, elles sont suffisamment encadrées. Pour les syndicats, c'est insuffisant. Il y a dans le secteur privé, sans qu'il y ait d'aide publique, des niveaux de rémunération, des parachutes dorés, des éléments variables de rémunération qui sont considérables et qui sont disproportionnés par rapport aux politiques salariales de ces entreprises. Alors qu'en est-il des autres entreprises? Pour les privés, ce sera l'autodiscipline, avec la formation d'un comité des sages pour surveiller les rémunérations lors des plans sociaux. Pour les entreprises publiques, l'État demande plus d'encadrement avec des critères précis et préétablis. Ce décret non rétroactif s'applique dès demain et jusqu'en 2010. D'ici là, le gouvernement espère en avoir fini avec la crise. Les premières réactions à gauche, le Parti socialiste parle, je cite, de mesures parfaitement insuffisantes. Depuis plusieurs jours, en tout cas, les patrons sont sous la pression des médias et de l'opinion publique, tous les patrons, alors que l'écrasante majorité n'a rien à voir avec ces rémunérations. Alors comment vivent-ils ce climat? Reportage Valérie Lerouge, Éric Delagneau. Tension extrême chez Continental à Clairoy. Séquestration des patrons de Sony France et de 3M. La grogne monte et la fracture se creuse entre dirigeants et salariés. Les affaires de bonus et de stock options dans des entreprises en difficulté ont mis de l'huile sur le feu. Le décret doit calmer le jeu. Françoise Gris est PDG de Manpower. 51 ans, elle dirige près de 5000 salariés et touche bonus et stock options. Pour elle, le décret est devenu inévitable, mais elle se dit frustrée et inquiète. On aurait pu éviter cette situation, on aurait pu éviter la provocation et on aurait dû l'éviter. Et inquiétude parce que je pense qu'on est là sur un sujet extrêmement sensible, de fracture à l'intérieur de la société française et qu'il ne faudrait pas aller au-delà de là où on en est aujourd'hui parce que ce dont on a besoin, c'est de la solidarité. Le discours ambiant anti-patron les touche tous, même ceux de PME. De quoi agacer Laurent Vronsky, à 45 ans. Il dirige Hervor, un fabricant de compresseurs de 45 salariés. Il distingue les patrons du CAC 40 et les vrais entrepreneurs, comme il dit. On met tous les patrons dans le même sac et moi je le vis très mal parce que je ne me sens absolument pas concerné par ce qui se passe actuellement. Et c'est tout à fait contraire à la philosophie que nous mettons en œuvre avec nos équipes. Mais encore une fois, je pense que nous appartenons à 2 univers différents.
pas les mêmes univers, car pas les mêmes salaires. Hugues de Soupary est PDG d'Hologramme Industrie. 150 salariés, 150 000 € par an, bonus compris, 8 fois plus que ses ouvriers. Sa société est cotée, mais il ne se reconnaît pas dans les patrons qui ont déclenché la polémique. Il faut savoir qu'en France, je crois, le niveau moyen du salaire des patrons, c'est de l'ordre de grandeur de 50 à 60 000 €. Donc ça n'a strictement rien à voir avec les salaires dont on parle tant en ce moment et qui ne sont l'objet que des salaires des quelques grands patrons du CAC 40 qui exagèrent. Autant de patrons qui souhaitent donc promouvoir transparence et pédagogie pour éviter de devenir les boucs émissaires de la crise. Et aujourd'hui, à noter qu'un grand patron a fait les frais de cette crise. PSA Peugeot Citroën a remercié Christian Streff. Après 2 ans à la tête du groupe, il sera remplacé par Philippe Varin, qui présidait jusque-là le groupe sidérurgique Corus. Quant à l'industrie automobile américaine, elle a connu aujourd'hui un retentissant coup de tonnerre. Les géants automobiles General Motors et Chrysler pourraient se voir appliquer la procédure de faillite. C'est ce qu'a affirmé Barack Obama lui-même en indiquant qu'il s'agissait de sauver ce qui peut l'être. Aussitôt, le titre General Motors a plongé en bourse. Il a perdu 30% de sa valeur. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct à Washington. C'est un nouveau gros choc, très gros choc pour l'économie américaine. Oui, vous imaginez par exemple Chrysler va passer sous la coupe de Fiat et General Motors est donc au bord de la faillite. Il y a encore 2 ou 3 ans, ce fleuron de l'industrie américaine avec des marques comme Buick, Cadillac, Chevrolet était le premier constructeur mondial. Il ne vaut plus aujourd'hui que 1,5 milliard de dollars, 40 fois moins qu'en l'an 2000. Il y a en France une trentaine de personnes, les 30 premières fortunes de France, qui pourraient s'acheter comme ça au comptant s'ils le voulaient. General Motors, l'action ne vaut plus que 2,5 $. Aujourd'hui, à l'ouverture, il en valait 41 fois plus, 41 $, pardon, il y a encore simplement 2 ans. Alors Barack Obama a lancé un véritable ultimatum à General Motors. La compagnie a 2 mois pour présenter un plan de survie viable, faute de quoi ça pourrait être le dépôt de bilan. Alain Chalvron à Washington, merci Alain. Dans la foulée, toutes les bourses ont rechuté. Paris perd plus de 4% ce soir, Francfort plus de 5%. Alors dans 4 jours, vous le savez, s'ouvrira le G20, réunion des plus grands pays à Londres pour faire face à la crise. Nous entamons ce soir une série de reportages sur l'état de l'économie mondiale et sur les enjeux. Aujourd'hui, où en est la Chine, moteur de la croissance mondiale. Reportage Pascal Golomer, Sylvain Gioub. Chaque semaine ou presque, c'est la même foule, celle des jeunes diplômés venus tenter leur chance à la foire à l'emploi. Une foire d'empoigne. Cette année en Chine, ils sont près de 6 millions à arriver sur le marché du travail. Mais avec la crise, la concurrence est encore plus rude qu'avant. Je suis sorti de la fac en 2006 avec une maîtrise. C'était facile à l'époque. J'avais envoyé des CV sur Internet et j'avais eu des tas de réponses. Aujourd'hui, plus rien. Avant, je pouvais gagner 220 € par mois. Maintenant, je dois me contenter de 160 €. Parce que sinon, vu la crise actuelle, je n'ai aucune chance de trouver quoi que ce soit. Cette crise, c'est dans les usines de la région de Canton qu'elle a frappé le plus fort. Elles exportaient toute leur production, elles ont fermé leurs portes, faute de nouvelles commandes. Des millions d'ouvriers sont retournés dans leur village pour le nouvel an, mais beaucoup sont revenus depuis. À la gare routière de Dongguan, il en arrive tous les jours. Dès la descente du bus, un coup d'œil sur les offres d'emploi, salaire de misère, mais ils n'ont pas le choix. Ça ne sert à rien de rester à la campagne. Tu ne peux rien faire là-bas. Il n'y a pas de boulot de toute façon. Combien sont-ils aujourd'hui au chômage? Combien d'entreprises ont-elles fermé? Aucun chiffre officiel n'est fiable. La Chine en crise, les fermetures d'usines. Il en faudrait davantage pour faire paniquer Joël Pujol. Vous verrez, ici, il n'y a que les entreprises françaises. Armor, Orest, Mirad, 25 PME au total qu'il a aidé à s'installer dans une zone industrielle taillée sur mesure, près de Canton, en négociant avec les Chinois les moindres détails. Et aujourd'hui, personne ne parle de ferme boutique. Joël Pujol prépare même déjà la reprise avec une nouvelle zone industrielle. On fait 32 hectares. Vous voyez, c'est la crise et on est en train de livrer petit à petit 1, 2, 3, 4 usines. Donc, vous voyez... Mais l'embellie n'est pas encore en vue. Tout ce qu'espèrent les autorités, c'est que les laissés pour compte se montreront calmes et patients jusqu'à ce que les exportations reprennent.
Et déjà à la veille du G20, certains dirigeants minimisent les espoirs d'un accord important. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique Gordon Brown n'a pas exclu l'idée d'un autre sommet, peut-être à l'automne. Sur ce sujet, nous vous proposons comme chaque lundi la question de la semaine. C'est une indication, une façon de vous donner la parole. Question, faites-vous confiance au G20 pour changer les règles de l'économie mondiale? Oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat jeudi. Et puis pour refermer ce chapitre, ce sondage qui en dit long, semble-t-il, sur l'impact du ralentissement économique. Plus d'un Français sur deux ne partira pas en vacances cet été. C'est beaucoup plus que d'habitude. Un ménage sur 10 va changer ses habitudes. Marie-Pierre Samitier, Bruno Vignet. L'invitation au voyage, les Français ont l'intention d'y résister. Confrontés à la crise, 51% ne partiront pas en vacances. Quant à ceux qui auront cette chance... C'est assez serré, vu la conjoncture actuelle. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre... Enfin, si on part, ce sera une semaine. C'est pas extraordinaire non plus, budget serré comme tout le monde. C'est en fonction du budget, puis en fonction de... C'est un peu nous, c'est de la dernière minute aussi. 11% des Français ont décidé de diminuer leur budget vacances et 16% ont l'intention de réserver à la dernière minute pour profiter justement des promotions. D'ailleurs, de plus en plus, les Français comparent les prix sur Internet. Ils font parfois des sacrifices une fois sur place, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être moins dépenser pour des activités sur place, aller un peu moins souvent au restaurant, tout ça dans le but de partir malgré tout. Face à la crise, 25% des vacanciers comptent partir en France plutôt qu'à l'étranger. Alors les voyagistes multiplient les promotions hors des frontières. Pendant les vacances scolaires, il reste encore de la place, donc il y a des promotions qui varient en vitrine, je crois, entre 150 et 200 € par personne. Et ça fait vendre, oui, ces promotions? Et même avec les promotions, les vacanciers ont l'intention de marchander les prix cet été. Un mot encore de l'actualité sociale. Réunis ce soir à Paris, les 8 principaux syndicats viennent de décider d'appeler à un défilé unitaire le 1er mai. Ils seront donc tous réunis dans un même cortège. C'est une initiative inédite depuis la Libération et aussi une première pour la CGC qui n'a jamais défilé pour la fête du travail. Notez que Mots Croisés revient ce soir sur le sujet. Crise, ça va sauter? Point d'interrogation à suivre autour d'Yves Calvi. C'est à partir de 22h10. Autre titre de ce journal. Les premières conclusions de l'enquête après la mort de cette fillette de 6 ans tuée par 2 chiens. L'enfant a été happée alors qu'elle s'approchait de l'enclos. Elle est morte sur le coup. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Arnaud Comte, Mourad Bouretina. Sous les crocs de ces molosses, Louane est morte quasi instantanément. Selon les résultats d'autopsie, la petite fille a été mordue au cou et à la tête. Ce matin, le procureur de la République a confirmé qu'il s'agissait d'un accident. Des traces de sang de la fillette ont été retrouvées sur l'une des caisses servant d'enclos aux chiens. Cette petite fille a dû commencer à escalader donc cette caisse en bois et a été attrapée en fait par un des chiens qui l'a ensuite, qui s'est ensuite reculé et l'a ramenée dans l'enclos. En la saisissant puisque les traces de sang démontrent que la première attaque a eu lieu à cet endroit-là. Les parents de la fillette ne devraient pas être poursuivis. Les 2 dogs allemands étaient apparemment bien traités, leur carnet de suivi vétérinaire parfaitement à jour. Alors comment expliquer un tel acharnement? Pour ce vétérinaire, les dogs allemands peuvent être très dangereux, même s'ils ne sont pas classés comme tels. Du fait de leur conformation, les dogs allemands sont potentiellement dangereux, non pas parce que le dog allemand mord plus qu'un autre, mais parce que quand le dog allemand mord, il fait, du fait de ses 60 à 80 kilos, évidemment, beaucoup plus de dégâts. Les 2 chiens ont été euthanasiés cet après-midi. Quant à Louane, elle sera inhumée dans les prochains jours. En bref, un terrible accident en Seine-et-Marne. Un enfant de 7 ans est mort pendu par sa corde à sauter alors qu'il jouait sur un toboggan. Les poignets sont restés coincés au sommet de l'installation. Cela s'est passé dans un foyer. L'enquête devra déterminer s'il y a eu ou pas défaut de surveillance. Image signée Nathalie Gallet. Il y a de très gros écarts parmi les élèves de CM2. C'est le principal enseignement de la grande évaluation nationale en mathématiques et en français, menée il y a quelques semaines. Les résultats ont été rendus publics aujourd'hui. Mallory Aounou, Philippe Jasselin. Vous attendez la sortie de l'école de votre fille, petite fille, frère ou sœur. Attention, l'interro surprise cette fois, c'est pour vous. Petite question de grammaire pour commencer. Si je vous dis, j'ouvris le livre sur les pirates et commençais à lire, quel est le complément d'objet direct? J'ouvrais? Je ne sais pas. Le livre.
Mais oui, madame. Côté maths maintenant, quelle multiplication donne? Si je vous dis 56 4 x 9. 4 x 7, 28, donc 7 x 8, pardon. 7 x 8. Oui, tout d'un coup, j'ai eu une petite absence. Pas si facile. Pourtant, ces questions figuraient parmi la centaine d'exercices sur lesquels les CM2 ont planché en janvier dernier. Une évaluation nationale inédite mesurant leurs compétences par rapport au programme. Résultat, 45% des élèves ont des acquis très solides en français, 35% en mathématiques. En revanche, 7% rencontrent de grandes difficultés avec les lettres, 15% avec les chiffres. Ça, on ne le savait pas. Le système éducatif a essayé de faire un gros effort pour améliorer l'enseignement du français et que sur l'enseignement des mathématiques, dans le premier degré, nous n'avons plus mis l'accent depuis très très longtemps. Alors on en paye en partie les conséquences aujourd'hui. Il faut encore affiner l'analyse, mais l'étude met aussi en lumière des disparités territoriales. L'Académie de Paris arrive en tête, suivie de la Corse et de Strasbourg. Au fond de la classe, on trouve Créteil et Mayotte. Sans surprise, les difficultés scolaires rencontrent les difficultés sociales. Le classement n'a aucun sens. En revanche, il faut mesurer les besoins des écoles. Est-ce qu'ici, il faut un peu plus d'aide personnalisée? Est-ce que là, il faut un peu plus de stages de remise à niveau? Pas question néanmoins de rendre publics les résultats de chaque école pour éviter leur mise en concurrence. Mais les enseignants restent critiques. Pour eux, ces évaluations ont lieu trop tôt dans l'année. La correction est discutable. Beaucoup n'ont pas transmis des résultats complets. Pour connaître le niveau de votre enfant, rien ne vaut une rencontre avec son enseignant. À l'étranger, d'abord l'ouverture pour de bon, entre guillemets, du procès du Khmer Rouge Doutch au Cambodge. Jusqu'à présent, il ne s'agissait que de procédure. Doutch a dirigé le principal centre de torture. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Pour sa défense, il a plaidé l'impuissance. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, dit-il. Et puis cette image saisissante de la séance d'ouverture du sommet arabe de Doha en présence du président soudanais Omar el-Béchir. Il est officiellement inculpé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Il est donc censé être en état d'arrestation aussitôt ses frontières franchies. Le comble, c'est que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, assistait à la séance. C'est l'illustration des limites de l'action de la Cour pénale internationale. La nouvelle méthode américaine maintenant pour relancer la paix en Afghanistan. Les États-Unis, en plus des soldats traditionnels, vont envoyer sur place des fermiers pour conseiller les agriculteurs et les amener à renoncer à la culture du pavot. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Alain de Chalvron, Aaron Diamond. On dirait l'Afghanistan, erreur, c'est le Kansas. Les GIs s'entraînent aux embuscades et aux combats de rue. Ces soldats pourtant ne devraient guère utiliser le fusil, mais plutôt la charrue. Notre mission consiste à assister les fermiers afghans en améliorant les infrastructures agraires. C'est-à-dire il faut aider à la production, au stockage, au traitement des produits et à l'éducation agricole. Le Pentagone a donc recruté dans le fin fond des campagnes du Middle West des fermiers tentés par l'aventure afghane. Comme Blaine, 47 ans, réserviste, il n'a pas hésité à laisser faire mes familles pour un an. Il y a plusieurs moyens de se battre. Ce n'est pas nécessaire d'en venir au fusil ou au coup de poing. Si vous pouvez donner à ces gens-là les ressources suffisantes pour les faire vivre avec leur famille, alors peut-être n'auront-ils pas la tentation d'aller rejoindre les talibans. L'exploitation de Blaine est spécialisée dans l'élevage de haute qualité. Ces vaches Angus à la viande réputée qu'il élève pour la reproduction avec des techniques d'insémination les plus modernes à des années-lumière de l'Afghanistan. Ils ont leur façon à eux de pratiquer l'agriculture. Je suis certain qu'ils sont capables et compétents. Ça fait des siècles qu'ils font ça. Mais même pour moi, ici, si quelqu'un vient me voir avec de nouvelles idées, je l'écoute. Vu la mission, l'entraînement au Kansas n'est donc pas essentiellement militaire. On apprend surtout la langue, la culture, la topologie, éviter l'arrogance et les bévues culturelles. On ne va pas arriver là-bas en disant « voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez le faire ». Non, il va d'abord falloir que nous apprenions ce qui est acceptable pour eux. Peut-être y a-t-il des pratiques agricoles qui paraissent tout à fait normales dans notre société,
mais qui peuvent heurter leur tradition ou leur religion. Et on respecte ça. C'est leur pays, c'est leur terre. Reste qu'il y a un non-dit. Cette opération vise bien sûr à encourager les paysans afghans à délaisser l'opium au profit d'autres productions qui deviendraient, grâce aux conseils américains, plus rentables. Retour en France avec les lendemains de fête à Mayotte. C'est finalement à 95,2% que la population du territoire a approuvé le nouveau statut de département français. Un énorme chantier s'engage maintenant, un énorme investissement aussi pour l'État. Arnaud Boutet, Emmanuel Beck. On attendait une victoire du oui, mais c'est un raz-de-marée à plus de 95%. Je suis contente parce que c'est pour l'avenir de tous nos enfants. Tout le monde, on est content. Ce soir, on va danser, on va sauter. Voilà, on est content. Sur cette île musulmane s'engage un véritable changement de société. Fin du droit coutumier avec des pratiques que désormais la République interdit. C'est le cas de la polygamie et du droit musulman. Les filles ne pourront plus se marier dès l'âge de 15 ans. Beaucoup ne parlent pas le français. Le département exige une meilleure maîtrise de la langue. L'un des gros chantiers concerne l'état civil. Les registres ressemblent souvent à des pièces de puzzle. La moitié de la population n'est toujours pas recensée. Il y aura de nouveaux impôts, une réglementation sur le travail et des prestations sociales très attendues, mais pas avant 2012. Le département devrait coûter à la France 40 millions d'euros l'an prochain, puis davantage chaque année. La réforme s'annonce longue. Mayotte se donne 20 ans pour rattraper son retard. En bref, 2 militaires français sont morts aujourd'hui lors d'un exercice dans les Pyrénées-Orientales, au nord de Perpignan. Il s'agirait de 2 membres de la DGSE qui participaient à une manipulation d'explosifs. L'explosion a été déclenchée accidentellement alors qu'ils n'étaient pas encore à distance de sécurité. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, Madonna au Malawi, 2e adoption et 2e controverse. La chanteuse plaidait sa cause aujourd'hui. À quoi ressemblera le premier vol habité vers la planète Mars? 6 volontaires s'enferment pour une simulation de 3 mois. Et puis cette première dans l'administration, un sous-préfet tétraplégique a été nommé à Caen. Reportage dans un instant. D'abord donc le retour de Madonna au Malawi pour une nouvelle adoption. Alors vous connaissez les termes de la polémique. Pour certains, elle abuserait de son statut et de son argent pour obtenir des passe-droits. Pour d'autres, au contraire, elle serait précisément victime de son image. Elle présentait en tout cas sa demande aujourd'hui sur place. Maryse Burgot. Madonna est de retour au Malawi. À ses côtés, le premier enfant qu'elle a adopté dans ce pays il y a 2 ans et demi. La star américaine a décidé de lui trouver ici une petite sœur. La voici, elle s'appelle Mercy, elle a aujourd'hui 4 ans et vit dans un orphelinat depuis la mort de sa mère. Mais cette 2e demande d'adoption déclenche à nouveau la colère des associations. Madonna se comporte comme une sans foi ni loi. Elle a de l'argent et un certain statut qui lui permettent de manipuler les procédures. La chanteuse affronte la polémique avec un sourire confiant et ne répond pas aux questions des journalistes, questions pourtant très nombreuses. Pour la 2e fois, Madonna s'apprête en fait à contourner les lois du Malawi. Normalement, il faut y vivre 18 mois pour y adopter un enfant. Mais voilà, les autorités de ce pays très pauvre apprécient les donations de cette star très riche. Ici, on lui montre les plans d'une école qu'elle a entièrement financée. En arrivant au tribunal ce matin, Madonna n'a fait aucune déclaration. Elle saura vendredi si elle peut, oui ou non, rentrer aux États-Unis avec la petite fille. Les sciences, cap sur Mars, ça n'est plus un rêve, un vol habité est prévu dans une 20aine d'années. Et pour tenter d'imaginer à quelle épreuve les hommes seraient soumis, une simulation est organisée à Moscou. 6 cosmonautes vont s'enfermer ensemble demain pendant 3 mois. Sur place en Russie, Laurent Boussier, Xavier Luizet. Ils se marient dans 4 mois et pourtant Cyril Fournier va passer les 105 prochains jours très loin de sa future épouse. Testé et sélectionné parmi plus de 5500 candidats, ce pilote d'Air France est un des 6 volontaires avec 4 Russes et un Allemand qui demain vont se laisser enfermer dans ce faux vaisseau spatial pour une expérience d'isolement de plus de 3 mois.
Ce qui m'inquiète le plus, a priori, et sur un plan personnel, encore une fois, c'est vraiment le manque de sommeil auquel on va être confronté, un manque de sommeil qui va être associé aux gardes qu'on va faire, aux expériences de nuit. Toutes ces expériences modifient le sommeil et nous rendent forcément moins patients ou plus agressifs envers les autres dans des situations un peu plus tendues. Un module pour le stockage, un pour les expériences scientifiques, le dernier comme lieu de vie. L'espace sera évidemment très réduit, même si chaque volontaire a droit à son petit coin personnel. Le téléphone qui va bien. Simuler un futur voyage vers Mars et comprendre les problèmes de ces vols de très longue durée, l'expérience se veut la plus réaliste possible. Un exemple, les communications avec le centre de contrôle, pourtant à quelques mètres des modules, seront soumises à un décalage de 40 minutes. Le temps normal pour les ondes radio de faire l'aller-retour entre Mars et la Terre. Si je suis sur Mars et que je vous dis bonjour, vous ne l'entendrez que 20 minutes plus tard. Vous me répondez et je n'aurai votre réponse qu'après encore 20 minutes. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de contact ni de contrôle direct. Fin de l'isolement le 14 juillet. Mais comme un aller-retour sur Mars, c'est au minimum 1 an et demi, une deuxième expérience de 520 jours, celle-là, devrait commencer dès la fin de cette année. L'environnement, c'est après-demain, mercredi, que commence la semaine du développement durable avec beaucoup d'initiatives. L'un des sujets les plus urgents concerne l'eau. Et il concerne chacun de nous directement. Il faut savoir qu'en moyenne, nous consommons 200 litres d'eau par jour. Pourtant, des gestes simples permettent de réduire les gaspillages. Explication, Gilles Marinet, Stéphane Guillemot. De l'eau, beaucoup d'eau, il en faut pour abreuver les pelouses de ce retraité habitant la Seine-et-Marne. Sa rivière à lui, c'est le toit de la maison. Il peut fournir 65 mètres cubes d'eau de pluie à l'année. Une cuve enterrée de 7000 litres, des filtres, un traitement biologique et l'eau du ciel devient utilisable. Les water et puis la machine à laver, enfin vous voyez tout ce qui est eau courante. L'arrosage, oui bien sûr. L'arrosage, nettoyage des voitures. Pour ça vous n'utilisez pas le réseau? Jamais. L'eau de pluie est classée impropre à la consommation. On ne peut l'utiliser que pour les toilettes ou le lave-linge. Il faudra donc des canalisations séparées du réseau principal, ce qui peut coûter cher dans l'habitat ancien. Quant à l'éventail des prix, il est assez large. Une cuve de 7000 litres, une pompe puissante pour distribuer l'eau dans une grande maison, terrassement compris, l'ensemble aura coûté 12 000 €. On peut faire moins, 3000 litres, une pompe plus modeste, à partir de, cette fois, 4 000 €. Ces adeptes de la gym aquatique l'ignorent peut-être, mais ce sont des pionnières. La piscine de la ville d'Hyères dans l'Essonne est en effet le premier équipement public français à recycler ce que l'on appelle l'eau grise. Rien à voir avec la pluie, l'eau est issue des lavabos, baignoires et ici douche de la piscine. Elle est recueillie en sous-sol et traitée biologiquement. C'est une qualité d'eau propre à 99%, qu'on peut qualifier de technique ou d'eau de baignade et qui est totalement propre et saine. 7000 mètres cubes sont ainsi récupérés chaque année pour le nettoyage de la voirie et les espaces verts. Chez les particuliers, le recyclage des eaux grises n'en est qu'à ses tout débuts. Mais en famille, il est déjà possible avec un peu de vigilance d'économiser beaucoup. Exemple, sous les yeux de cet enfant, 12 litres sont perdus chaque minute. Lorsqu'il appuie sur le mauvais côté de la chasse d'eau, 6 litres disparaissent. Quant au bain, comparé à une douche, il gaspille 100 litres d'eau. La vaisselle à la main, robinet ouvert en permanence, c'est un puissant fond. Heureusement, il existe des astuces simples, efficaces, les économiseurs. Des gestes quotidiens et quelques accessoires comme cet embout, moins de 10 €, il va réduire la consommation du robinet de 50%. Une famille qui traque le gaspillage peut consommer 2 fois moins qu'une autre, peu regardante. La meilleure machine pour économiser l'eau existe donc depuis fort longtemps. C'est nous-mêmes. On en vient à cette première dans l'administration française. Il s'appelle Jean-Christophe Parisot. Il a 41 ans, 4 enfants. Il est tétraplégique et myopathe et il a été nommé sous-préfet à Cahors. C'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, il nous a ouvert ses portes. Reportage Muriel Lassaga, Olivier Combe. Comme tous les matins, le nouveau sous-préfet du Lot arrive au travail. Une journée de labeur et d'épreuves. Jean-Christophe Parisot est myopathe, devenu tétraplégique il y a plus de 30 ans. Dès le premier entretien, cet homme va nous surprendre. En votre fort intérieur, vous criez victoire? La victoire, c'est si mes concitoyens sont heureux de mon travail.
Monsieur le sous-préfet aime d'ailleurs répéter que sa nomination repose uniquement sur ses compétences. La tâche est immense, mais l'homme n'est pas du genre à renoncer, même si pour lui, la moindre activité demande encore plus d'efforts, encore plus de concentration. À ses côtés, 3 auxiliaires de vie se relaient. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est une personne qui a un grand cœur et d'une patience, oh là là. Je vais me préparer pour l'accueillir. Les rendez-vous vont s'enchaîner. Tout se passe normalement, à l'exception de quelques détails. Bonjour, monsieur le maire. Quand on se rencontre, on a souvent l'habitude de se serrer la main. Là, c'est pas possible. Il faut avoir le réflexe, quoi. Donc. Je sais que j'ai eu le premier. Je sais qu'en étant le premier, il faut tout innover. Innover les relations humaines, innover l'accessibilité, innover les cérémonies, innover le regard sur l'autre. Et je sais qu'en ouvrant ce chemin, après tout sera possible. 60 heures par semaine en préfecture, le rythme est soutenu et rien n'est négligé. Revue de presse, validation des documents. Validé, mais vous ne signez pas. Alors, je ne peux pas signer. Donc, je donne le feu vert et on met ma griffe. Après un déjeuner rapide, il faut partir vers un autre rendez-vous et ne jamais rien montrer d'une souffrance de chaque instant. Ce petit-fils de résistant avoue n'avoir qu'un seul moteur, une passion sincère pour son pays. Dans la famille Jarre, il y a Jean-Michel Jarre et il y avait aussi et d'abord son père, Maurice Jarre, l'un des grands compositeurs français célèbres pour ses musiques de films. Il avait remporté 3 fois l'Oscar. Maurice Jarre a succombé à un cancer hier à Los Angeles. Il avait 84 ans. Christophe Hérault, Virginie Travers. On doit entendre vraiment pim pam pam. Et on entendait pim pam. Il était précis et méticuleux, Maurice Jarre. En 150 films, il a écrit la bande-son du cinéma du XXe siècle. Quelques notes, une mélodie, et les images surgissent. 1962, David Lean, Peter O'Toole et un premier Oscar. La musique de Laurence d'Arabie, c'est déjà l'espace, c'est le désert, c'est fabuleux, c'est d'un seul coup, si vous voulez, le film vit en dehors du cadre. 3 ans plus tard, c'est Dr Zhivago, Omar Sharif et Julie Christie, toujours David Lean et un deuxième Oscar. Il me semble qu'une bonne musique de film, une bonne musique, c'est une musique qui agit en contrepoint de l'image, ou alors qui dit ce que l'image n'a pas dit ou n'a pas réussi à dire. Les premières notes de Maurice Jarre résonnent pour le théâtre et en Avignon dans les années 50. Puis viendront 150 musiques de films écrites pour Hitchcock, Visconti, Verneuil, Zeffirelli, Huston. 1966, c'est Paris brûle-t-il de René Clément. Il y a une similarité à ce qui me concerne entre la bonne cuisine et la bonne musique. C'est-à-dire, pas trop de sel ici, un petit peu de clarinette mais pas trop de violon, vous voyez ce que je veux dire? En 1995, il reçoit une victoire de la musique et ce soir-là, c'est avec Jean-Michel, son fils, qu'il partage la scène. Maurice Jarre, c'est 50 ans de musique de film, 50 ans de musique, tout simplement. Et ces obsèques auront lieu jeudi. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. François Fillon a dévoilé le décret sur les revenus des patrons des entreprises aidées par l'État. Les stocks options seront interdites jusqu'à la fin 2010. Les bonus seront encadrés. Le Parti socialiste parle de mesures insuffisantes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko qui nous annonce de belles éclaircies. 20h35 FBI porté disparu, 22h10. N'oubliez pas, mots croisés avec Yves Calvi, la crise et les bandes. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.